Je cite, et qu'il s'agit d'une question de timing. C'est ce que dit la chaîne israélienne Channel 14, qui relaie peut-être la volonté du gouvernement Netanyahou d'un retour à la guerre. Dans les médias, d'autres médias israéliens, on lit que Israël évalue que les chances d'une reprise de combat avec l'Iran augmentent bel et bien. Bon, quels sont les indices dont nous disposerions en ce moment d'une reprise de la guerre des missiles? Bon, chacun se prépare. Vous direz c'est de bonne guerre, mais vous allez me dire pourquoi et comment, colonel Goya. Colonel, d'abord les signes de préparatifs de l'armée américaine. Que voit-on du côté des Américains ? On a des signes de renforcement. Encore une fois, c'est pas pour autant que les Américains envisagent dès à présent de reprendre des frappes de grande ampleur, comme ça a été le cas précédemment. C'est possible, mais il est normal que dans cette période de cessez-le-feu, on se renforce des deux côtés. Donc là, effectivement, le premier indice, le plus évident, ce sont le transit aérien, tous ces vols qui arrivent depuis l'Europe, et on note au passage l'importance quand même de l'Europe. Heureusement que il y a des bases américaines en Europe, ça c'est un petit message à Donald Trump. Heureusement, sinon les Américains seraient très embêtés si vous voulez alimenter ce front. Donc merci l'Europe au passage. Passé. Voilà. Et donc oui, alors c'est normal. Donc là on ravitaille, on recomplète en munitions. Il y a eu énormément de munitions qui ont été consommées, donc on recomplète tout ça. Il y a quand même encore, il ne faut pas oublier, des transferts de troupes aussi qui ont été lancés dès le début de la guerre, mais qui ont mis du temps pour arriver. Je pense notamment à la brigade de la 82e division de parachutistes, etc. Vous notez, alors là, on est sur les ravitailleurs en vol. Alors les ravitailleurs, je le rappelle, c'est indispensable à toutes les opérations aériennes modernes, surtout lorsque ça menait à distance. Vous voyez la carte. Le groupe aéronaval Lincoln, il est loin, hors de cette carte. Et s'ils veulent intervenir dans l'Iran, au cœur de l'Iran, il faut des ravitaillements en vol. Pareil, pour les avions qui partent de Jordanie, il faut du ravitaillement en vol. Donc là aussi, on voit ce balai un peu aérien, on ravitaille, et on se prépare, ce qui est, je le répète encore une fois, tout à fait normal, à des actions futures, ce qui ne veut pas dire qu'elles auront forcément lieu. Elles sont imminentes, voilà. Oui. Mais on a aussi vu des signaux de préparatifs accélérés chez d'autres pays de la région, ça nous a interrogés. Oui. Alors que faut-il lire et voir oui, c'est un cas particulier, c'est celui des Émirats, qui prend beaucoup d'initiatives en ce moment. On rappelle les Émirats, ils sont sortis de l'OPEP. Ils ont un événement quand même assez important quand même. Ils ont reçu l'aide d'Israël, une aide matérielle d'Israël. Donc ces Émirats se tournent vers la France notamment pour les aider. Ils se tournent vers Israël qui a déployé une batterie de missiles antimissiles. Ils ont annoncé clairement qu'ils avaient eux-mêmes mené des opérations sur le sol iranien. Et donc les Émirats se placent en disant nous on est là et on est indépendants et on est prêt à combattre. Nous aussi on se prépare et on se prépare à combattre très fortement. Et puis voilà, on appelle ça les montagnes de fer. Les montagnes de fer, c'est toute la logistique, c'est les munitions, c'est les obus, que l'on prépare. Donc on voyait des camions, c'est peut-être des plateformes de tir de HIMARS qui peuvent tirer depuis le sol. Voilà, donc on se prépare des deux côtés, mais il n'y a pas fondamentalement, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui sont arrivés de renforcement depuis le cessez-le-feu. C'est des choses qui étaient prévues, qui arrivent maintenant, dont certaines sont employées actuellement activement dans le blocus ou contre-blocus américain, mais cela veut dire concrètement qu'on peut à tout moment reprendre une campagne aérienne de grande ampleur. Merci beaucoup. Voire même, j'ajoute juste un élément, et en plus, par rapport au début de la guerre, on peut rajouter des opérations amphibies, par exemple, sur le détroit d'Ormuz, sur l'île de Karg, etc. Ça, c'était pas possible au début de la guerre. Maintenant, ça l'est. Ça vaut peut-être un prochain sujet d'ailleurs. Raphaël Jérusalemi, vous êtes toujours avec nous. Cette question, depuis le début de l'émission, on le dit, on le verbalise avec ce qui se passe, le projet Liberté et l'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz. Il y a des signes d'escalade. On voit des médias israéliens qui disent que ce n'est qu'une question de timing pour revenir au temps des frappes. Que disent vos capteurs et vos relais à vous, Raphaël Jérusalemi? C'est un vœu pieux des Israéliens. C'est pas un secret que les Israéliens veulent reprendre l'offensive là où on l'avait laissée. On a reçu ce week-end 6500 tonnes de munitions et d'équipements par un train aérien américain. On a, comme le colonel Gaïa l'a rappelé, on est intervenu dans les Émirats. Alors il y a le dôme de fer qui a été déployé. Il y a des conseillers techniques pour déjouer les attaques de drones. Et en fin de compte, il y a ici un bloc qui s'est créé, que les Iraniens en fait ont créé,
qui fait que les pays arabes se rapprochent beaucoup des Israéliens, en tous les cas pour le matériel de défense militaire. Et puis dans tout ce temps-là, la raison pour laquelle les Iraniens veulent reprendre l'offensive, c'est qu'ils ont eu le temps de collecter énormément de renseignements durant ce cessez-le-feu. Ils ont vu où, quand et comment les Iraniens se redéployaient, se regroupaient. Il y a une nouvelle banque de cibles qui nous démange en fin de compte, parce que nous avons maintenant une nouvelle banque de cibles depuis le cessez-le-feu qui fait que nous devons frapper. Je rappelle juste pour terminer que les Iraniens à l'heure actuelle représentent une capacité de nuisance importante, mais ne représentent plus, comme il y a 2 mois, une menace existentielle pour l'État d'Israël. Nous avons donc ici la possibilité d'attendre encore un peu, oserais-je dire, et si malheureusement la politique de Trump échoue, eh bien il faudra attendre un nouveau round, et cette offensive, tout cela n'aurait été qu'un round dans un conflit qui dure depuis des années. On reste ensemble. Georges Malbruno, je vous voyais réagir. Non, j'ai beaucoup de respect pour le renseignement israélien dont on sait les capacités, mais je rappellerai quand même que Donald Trump s'est un peu fait enfumer par le Mossad, qui lui avait présenté justement une opération qui conduirait rapidement à un effondrement du régime et qui ne s'est pas passé comme ça. Donc je pense que côté iranien aussi, on a, d'ailleurs c'est les renseignements américains qui le disent, on est toujours à 70% des stocks de missiles, 70% du montant de la quantité de missiles d'avant la guerre. Donc l'Iran aussi a réparé pendant les quelques semaines là de cessez-le-feu. Et donc, elle se prépare aussi. Donc voilà, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, chacun est convaincu que qui va lâcher le premier pour revenir dans les négociations en position de force. Les États-Unis pensent qu'en procédant à un blocus des ports iraniens, l'économie va s'effondrer et que le régime va s'effondrer. J'en suis pas convaincu. Et les Iraniens pensent, eux, que on va attirer Donald Trump dans cette espèce de guerre d'attrition. On va se rapprocher des midterms, que l'opinion publique américaine va continuer d'être hostile à cette guerre et que, in fine, les négociations reprendront de meilleurs auspices pour les Iraniens. Et donc, c'est un jeu très dangereux parce que, effectivement, chacun pense qu'il est en position de force et chacun est plutôt en position de relative faiblesse. Alors, en position de force, Donald Trump s'y voit également. Vous l'avez dit, chaque camp prend la direction de la Maison-Blanche pour vous retrouver à nouveau. Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI à la Maison-Blanche. Sonia, est-ce que vous voyez, là aussi je parle de vos capteurs et de vos relais, Sonia Dridi, est-ce que vous voyez les indices d'un retour à la confrontation, à la guerre des missiles, comme je l'appelle? On s'en parlait la semaine dernière. Donald Trump, il s'est vu remettre un nouveau plan par l'amiral Brad Cooper, celui qui est quand même présenté comme étant le diplomate guerrier qui dirige l'opération américaine en Iran. Et quelle serait cette stratégie à la clé? Alors, ce qu'on sent ici à Washington, c'est que Donald Trump, s'il pouvait éviter de reprendre les hostilités, il préférerait, parce qu'il a la pression de son opinion publique, et à la Maison-Blanche, et il a plutôt des conseillers qui lui disent que ce serait mieux de continuer de trouver une solution diplomatique, mais à l'extérieur de la Maison-Blanche, il écoute aussi des voix plutôt de faucons, comme Lindsey Graham, le sénateur républicain. Donc on sent qu'il hésite encore, mais qu'il perd la face. Alors on a appris via le site Axios que ce jeudi, l'amiral Cooper, qui est venu le briefer sur les différentes options militaires, lui a proposé un plan où des navires de guerre américains auraient rouvert de force ce détroit d'Ormuz. À la dernière minute, toujours selon Axios, ce n'est pas donc le plan qu'il a choisi. Il a opté plutôt pour ce projet Liberté qui a débuté ce lundi officiellement. Donald Trump parlait d'escorte de navires qui ne sont pas impliqués dans la guerre, mais très vite des officiels américains ont dit que c'était plutôt une sorte de guide des navires américains qui allaient guider ces navires commerciaux pour qu'ils évitent les mines, que ces navires américains allaient rester dans la zone prêts à intervenir en cas d'attaque iranienne. Donc on a un Donald Trump qui avance à petits pas, mais qui garde
clairement cette option militaire sur la table. On sent aussi une administration qui a de plus en plus de mal à se justifier parce que vendredi, c'était les 60 jours de la guerre. Donc à partir de 60 jours notamment, normalement, elle doit demander l'autorisation au Congrès. Et puis le secrétaire à la Défense a dit oui, mais comme il y a le cessez-le-feu, c'est une pause. Donc en fait, on n'est pas à 60 jours. Mais cette administration a de plus en plus de mal à justifier cette guerre auprès des Américains. On sait déjà que l'opinion publique n'était pas en faveur pour la majorité de cette intervention. Et donc Donald Trump continue de faire des déclarations rassurantes, comme ce week-end lorsqu'il a dit que ses émissaires avaient des discussions très positives avec les Iraniens. Merci infiniment. Sonia Dredi, correspondante TF1 LCI aux États-Unis. Alors, un peu plus tôt dans l'émission, Raphaël Jérusalemi nous disait qu'on est là avec 2 boxeurs sur un ring et qu'ils sont plutôt en train de jouer d'égal à égal, de se raffronter d'égal à égal. Voilà ce qu'a également diffusé Trump ces toutes dernières heures, où il montrerait que les Américains gardent leurs forces intactes, notamment le dirigeant lui-même, alors que du côté des Iraniens, le dirigeant a été éliminé, ainsi qu'une large partie de l'arsenal. Sont-ils en effet d'égal à égal aujourd'hui, colonel Goya, ou Donald Trump a raison de mettre en avant des forces américaines supérieures? Oui, je pense qu'ils sont... alors encore une fois, c'est asymétrique, c'est des adversaires différents qui se battent et qui ont des atouts de part et d'autre. Alors là, en fait, non, globalement, ce schéma, il ne veut pas dire grand-chose. La flotte iranienne détruite, on s'en fout. Les grands bâtiments, ça n'a aucune importance. Ils ne représentaient pas de menace. L'Air Force, pareil, même s'il y a quand même un avion iranien qui a réussi à toucher une base américaine, ce qui me paraît déjà extraordinaire. La défense aérienne, oui, ça c'est utile parce que ça permet ensuite de mener des opérations dans le ciel avec un peu plus de liberté. Mais globalement, tout ça, c'est pas décisif. Il aurait marqué tout l'arsenal de missiles balistiques avec une croix rouge. Ok, là, ça c'est un vrai objectif. Donc, il aurait neutralisé la menace missile. Ok, il aurait mis une croix rouge sur les proxys, par exemple, sur Hezbollah. Ils sont tous neutralisés. Ok, le programme nucléaire. On dit voilà, on a fait suffisamment de dégâts pour que ce programme soit impossible à remettre en œuvre. Ok, là, ça c'était des vrais résultats stratégiques décisifs qui auraient pu même lui permettre de proclamer victoire sans même de négociation, en disant ok, j'arrête, j'ai atteint les objectifs, ça suffit. Donc là, c'est en fait non, ça prouve surtout qu'ils ont un peu tapé à côté, quoi. En tout cas que Trump. Communication par défaut. Oui, bien sûr, il faut absolument montrer qu'on a gagné. On a obtenu des gains, mais comme vous l'avez bien dit, ces gains sont marginaux, quoi. C'est pas essentiel. Les missiles balistiques, 70%. Le Hezbollah combat toujours. Les Houthis, on ne les a pas entendus. Donc, et d'égal à égal, pour reprendre l'expression de Raphaël Jérusalemi? Pas d'égal à égal, parce que d'un point de vue militaire, il y a une suprématie américaine incontestable. Simplement, d'égal à égal sur qui va lâcher le premier et qui a l'initiative aujourd'hui ou qui ne l'a pas et qui peut continuer, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont d'égal à égal, parce que chacun encore pense qu'il n'a pas enduré suffisamment de douleur pour l'amener à